Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo consacrée à Kingdom Death Monster, mon vrai coup de cœur du moment. Je vais utiliser Tabletop Simulator pour vous montrer le jeu, pour vous expliquer les règles. Cette première vidéo de cette série sur Kingdom Death Monster je vais l'utiliser pour vous expliquer ce que c'est. Pour qui c'est, enfin je vais essayer de définir pour quel genre de joueur ça pourrait être adapté. Je vous ferai une deuxième vidéo qui présente le premier tour de la campagne donc le premier combat et ensuite la première phase de colonie juste après. Donc qu'est-ce que c'est comme jeu? Alors c'est un jeu purement Ameritrash avec des figurines, des dés. Il est issu d'un Kickstarter qui a fait plus de 2 millions, mais il y a très très longtemps, il y a au moins 3 ans, j'ai plus la date en tête, ils ont fait 2 millions de dollars, ce qui était à l'époque vraiment énorme. C'était avant le gros succès de Zombicide saison 2, de Conan et de Zombicide saison 3. Il était marketé avant tout comme un jeu de figurines. Alors c'est très... Enfin, c'est une des particularités de ce jeu. Quand il est vendu aujourd'hui, enfin même ceux qui ont fait le Kickstarter, reçoivent des grappes à monter soi-même, comme du Games Workshop, avec chaque grappe des dizaines et des dizaines d'options et d'armes différentes à monter. J'ai monté par exemple toute ma boîte de base. Il y a des extensions qui étaient disponibles pendant le Kickstarter et qui vont l'être dans un futur plus ou moins proche. Et il me reste, j'ai tout monté et il me reste peut-être une centaine d'armes que j'ai pas montées parce qu'il a fallu choisir des configurations avec des morceaux très petits. C'est vraiment quasiment un jeu pour les figurinistes. C'est moi ce qui à l'époque m'avait rebuté dans le jeu. Je n'avais pas participé au Kickstarter. C'est un ami qui avait pris le Kickstarter et qui me l'a fait tester et j'ai vraiment craqué. J'ai racheté une version Kickstarter, je l'ai payé beaucoup plus cher, mais tant pis pour moi. J'avais renoncé. L'autre élément qui est assez caractéristique de ce jeu, enfin qui était caractéristique de la campagne Kickstarter, c'était il appuyait beaucoup sur le côté pin-up sexy d'une partie du jeu. Alors quand je dis une partie du jeu, c'est faux en fait. Je m'étais trompé complètement sur ce Kickstarter. Toute cette partie pin-up qui a probablement aidé à vendre le jeu et à créer des fans et créer un univers derrière, n'a absolument, non seulement aucune incidence de gameplay sur le jeu, mais même en termes d'univers, le jeu n'a pas grand chose n'a vraiment rien à voir avec ce côté-là. J'avais décidé de mettre le jeu de côté, de pas m'y intéresser en partie à ce sujet-là, puisque c'est vraiment pas... C'est quelque chose que je trouve souvent assez ridicule, comme les bikini cônes de maille, etc. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et je me suis complètement trompé. Le jeu paraissait aussi très très simple, avec ce plateau unique que vous êtes en train de voir là. Ces combats qui pouvaient paraître répétitifs. J'avais complètement zappé le jeu. Et c'est une erreur, puisque aujourd'hui je trouve le jeu vraiment vraiment très très bon. Qu'on aime les figurines ou qu'on n'aime pas les figurines. En revanche, je le conseille quand même. Enfin, il y a quand même énormément de boulot de montage de figues. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dommage que le jeu pâtit de ça. Parce qu'on va parler des choses qui fâchent. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vous acheter la boîte de base, elle n'est disponible qu'à un seul endroit, qui est la boutique de l'auteur. Elle vaut 400$. C'est énorme. En plus, il n'y a plus de stock en Allemagne comme il y en avait eu à une époque, donc il y a 100$ de port, il faut payer la TVA. Bref, le jeu est hors de prix.
Je vous préviens avant. Si jamais vous êtes encore là pour la suite de cette vidéo, bah, je vais vous parler du jeu. L'univers du jeu, déjà, c'est un jeu d'horreur qui parle de la survie d'une colonie de personnes qui se sont réveillées au milieu d'un univers complètement étrange. D'ailleurs, l'auteur du jeu a l'air d'être complètement barré. Et vraiment, enfin, voilà, il est assez fou. D'ailleurs, ces figurines en témoignent. Voilà, vous pourrez aller regarder. Je vais vous mettre le lien vers un site qui a monté toutes les figurines et qui prend pas mal de photos. Donc c'est un univers un peu fou. Sur le sol, il y a des espèces de visages de pierre. Il y a peut-être une vingtaine de survivants, ils s'appellent les survivants, mais qui n'ont aucun souvenir, aucune mémoire au départ du jeu, ils ne savent même pas parler, qui se découvrent les uns les autres, et qui se réveillent dans un univers où la nuit est permanente et absolue, et la seule source de lumière, ce sont des petites lanternes avec lesquelles ils se réveillent, qui durent une espèce d'année une lanterne-heure, vraiment une année, ils savent pas trop ce qui se passe, et quelques minutes après leur réveil, ils se font attaquer par un lion blanc qui commence à déchiqueter une partie des survivants, à les déchiqueter, arracher des bras. Sur les images, c'est assez explicite, il y a des gerbes de sang, etc. Et quelques survivants attrapent une pierre sur le sol, 4 survivants, et décident de résister. On va jouer, donc l'objectif de ce premier scénario, c'est de survivre, bien entendu, au combat contre ce lion. Le but du jeu, c'est pas, contrairement à la plupart des autres jeux de ce genre, de jouer un personnage pendant toute une campagne. En réalité, on va jouer un groupe de survivants, qui s'appelle en anglais settlement, on va dire la colonie, qui va s'installer, qui va construire des bâtiments qui permettront de crafter, de fabriquer des objets, avec des ressources qu'on va récupérer en chassant les animaux de cet univers, en essayant de ne pas mourir. Mais c'est un jeu qui est très injuste et qui va tuer, vos personnages vont mourir très très régulièrement. Donc si vous commencez, surtout au début du jeu, le jeu est très très injuste. Vous lancez un dé, bah vous trébuchez, vous mourrez. Enfin, j'exagère un peu, mais en fait non, j'exagère pas vraiment. C'est vraiment un jeu qui paraît au départ très injuste, avec aucun moyen quasiment de contrôler le hasard. Vous le verrez dans la première partie, le premier combat avec nos 4 survivants. Ils n'ont rien du tout à part un pagne et un caillou. Et ils vont devoir se battre contre ce lion énorme que vous voyez au centre de l'écran, qui est ici. Ça, c'est la première phase du jeu. Enfin, la première phase du jeu, c'est ça. On va rencontrer une proie qu'on va choisir de chasser. On va pouvoir choisir le niveau de la proie, etc. On va devoir survivre à ce combat. Les survivants sont toujours au nombre de 4, quel que soit le nombre de joueurs. Donc il faut contrôler les joueurs qu'on va pas jouer. Chaque personnage a une feuille de personnage. Là j'utilise pour... soit ce sera une feuille papier si vous jouez avec la version papier. Dans la version Kingdom Death que j'utilise une feuille Excel qui décrit toutes les caractéristiques du personnage. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble en partie à un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a une feuille de personnage, on a des caractéristiques, la précision, la force, l'évasion, la chance, la vitesse, le nombre de mouvements. Speed, c'est pas la vitesse, c'est vraiment le nombre de coups que vous pouvez donner supplémentaires à chaque fois que vous tapez. Votre personnage, il va évoluer, il va gagner en âge, en expérience de chasse, il va gagner un niveau de compétence dans son arme, il va gagner des... Alors là, mon modèle a un peu sauté. Du courage, de la connaissance, il va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Je suis désolé si vous entendez un petit peu de bruit, mais il y a un de mes chats qui a décidé que c'était le moment de courir partout dans l'appartement.
Voilà, avec de l'armure, avec ils vont gagner des fighting arts, donc des sciences de combat, des ordres mentaux, des folies, et des blessures permanentes. Ils vont pouvoir se faire couper une jambe, avoir une hémorragie intracrânienne, devenir fou, enfin voilà, bref, ils peuvent leur arriver plein de choses. On va faire cette phase, comment le jeu se passe, on va faire cette phase de combat. Pour le premier combat, on va rentrer directement dans le vif du sujet, parce que dans l'histoire, on est face à ce lion qui dévore tout le monde, on se rebelle et on essaye de défendre les autres et puis sa vie, quoi, avant tout. Dans le jeu standard, cette phase-là est précédée d'une phase de chasse qui se joue sur le plateau que vous voyez ici. Vous allez avoir le lion ou l'animal qu'on va chasser qui va être sur une case. Va y avoir plusieurs types d'événements différents, des événements liés à ce lion-là par exemple, des événements et des événements standards. Je vous expliquerai ça la prochaine fois la prochaine vidéo. Il y a un des personnages du jeu qui va dire bah moi je suis le révéleur de l'événement, c'est moi, je le prends. Je lis l'événement, il va nous arriver des choses, on va éventuellement avoir des dés à lancer. Pendant cette phase-là, c'est très peu probable, mais on peut avoir un mort, c'est tout à fait possible, donc ce qui va pouvoir paraître injuste, etc. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment pas s'attacher à son personnage. Ensuite, après cette phase-là, une fois qu'on a réussi à trouver le lion, le combat commence, et on va mettre en place le combat. Alors ce combat-là est très très simple. Il y a le lion à un endroit. Nous, on doit tous être à 6 cases du lion et c'est tout. Plus tard, on aura le droit de positionner sur le terrain, sur le plateau qui est toujours strictement identique, qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je crois que j'avais un petit peu été déçu, enfin pas participé au Kickstarter. Et là, on va placer des éléments de terrain avec lesquels nous, on va pouvoir jouer, des arbres où on va pouvoir peut-être trouver des ressources, une statue derrière laquelle on va pouvoir se cacher, etc. La richesse du jeu ne vient pas vraiment de ces éléments-là, ni du terrain, mais vient plutôt du système d'intelligence artificielle qui a été mise autour des monstres. C'est vraiment ça. Je vais vous en parler très rapidement. Vous avez plusieurs choses qui constituent le monstre. Bon, déjà, un petit paquet ici de ressources. Quand vous allez tuer un monstre, vous allez gagner des ressources, des ressources standards basiques, des cuirs, un os, ça c'est tout à fait générique, et les ressources du lion. Par exemple, un morceau de fourrure blanche du lion. Avec ces ressources spéciales, on va pouvoir faire des objets liés à ce monstre-là. L'armure du lion blanc, on va pouvoir se la fabriquer si on a suffisamment de fourrure. Il y a différentes pièces d'armure, différents types de pièces d'armure. Les équipements se mettent dans ce carré de 9 par 9, enfin de 3 par 3, pardon. Et vous allez pouvoir utiliser ces petites cartes équipements qui vont se mettre là. Il va y avoir un système de combo, puisque sur la plupart des cartes, en dehors des cartes de départ, c'est-à-dire ce pagne à la con et la pierre avec laquelle on commence, vont avoir des espèces de symboles sur les côtés. On va pouvoir faire des combinaisons de symboles. Plus on a de combinaisons de tels symboles, on va avoir des bonus. Il y a tout cet aspect de gestion de l'équipement qui est très importante et qui est même la plupart des... comment on fait progresser notre colonie, c'est en augmentant notre stock d'armes, d'armures, de bijoux, d'équipements divers et variés. Donc ça c'est très important. Ensuite, comment se joue un monstre ? Il a une action de base. Quand on ne sait pas trop ce que le monstre va faire ou que le système d'IA nous dit effectuer une action basique, et on va faire cette action-là. Je vais pas rentrer en détail, mais celle-ci, de base, c'est le survivant, vous voyez, pick target, donc il choisit sa cible, le survivant le plus proche dans son champ de vision. Son champ de vision, pour le lion, parce que ça dépend des monstres, c'est tout, sauf les 2 cases qui sont pile derrière lui, qui sont appelées son blind spot, donc c'est l'endroit vraiment où vous êtes caché derrière lui.
il va se déplacer de sa valeur de mouvement qui est indiquée sur l'autre côté de la carte, c'est-à-dire 6 cases, enfin bon, on s'en fiche. Il va se déplacer jusqu'à sa cible, il va l'attaquer en lançant un certain nombre de dés, en faisant autant de réussites, enfin voilà, et en faisant un certain nombre de dégâts, on va résoudre les dégâts. Ça c'est la première chose, ça c'est de base, c'est s'il y a une carte qui nous dit bah, faites la basique action du lion, et chaque monstre a une action basique complètement différente. Par exemple, il y a un espèce de chevalier dans le jeu qui a une énorme hallebarde, bah, qui donne un espèce de coup vers l'avant dans un demi-cercle. Il y a un phénix géant qui va faire un saut dans les airs, enfin qui va s'envoler, qui va faire quelque chose. Voilà, ça c'est première particularité de chaque monstre a une action basique, un deck d'intelligence artificielle qui est là. Les premières cartes sont retournées puisque pour le premier combat, ce paquet-là d'intelligence artificielle est complètement prédéterminé. Ensuite, vous avez, c'est ce que vous voyez, le lion blanc niveau 1, il a 7 cartes de base, 3 cartes avancées, prises parmi tous les paquets de cartes, et aucune carte légendaire. Plus ils vont progresser, plus ils vont avoir de cartes. Et de pouvoirs spéciaux, et des caractéristiques qui vont augmenter. Je peux vous dire que chaque monstre, et c'est là où je trouve que le jeu est vraiment bien fait de ce côté-là, chaque monstre va avoir un comportement complètement différent, et ils ne vont pas jouer, et l'apprentissage du jeu se fait en partie là-dessus. On va pas rencontrer le lion blanc une seule fois, on va le rencontrer plusieurs fois. C'est d'ailleurs peut-être une des critiques qu'on pourrait apporter au jeu, c'est que des monstres, il y a pas mal de monstres, il y a 2 types de monstres. Il y a les monstres pas nommés, c'est-à-dire les animaux qu'on va pouvoir, alors dans le jargon du MMO, on dit farmer, c'est-à-dire vraiment rencontrer plusieurs fois pour obtenir suffisamment de ressources pour faire ce qu'on veut. Donc il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 dans la boîte de base, mais c'est pas forcément très grave. Et il y a un certain nombre de personnages nommés, par exemple le boucher, la main, bref, un chevalier spécial, enfin des gens vraiment très spéciaux. Et chaque monstre ou ennemi est complètement différent et se joue vraiment pas pareil. Il va falloir étudier son placement. Où est-ce qu'il vaut mieux se placer? Ah, je sais très bien que si je le tape là, il y a quand même beaucoup de chances qu'on tombe sur cette carte là. C'est vraiment... Il y a un apprentissage de l'intelligence artificielle et du comportement des monstres. Donc, au début de son tour, ce monstre-là, il est tout bête, il n'a pas de pouvoirs spéciaux en dehors de ça. Et il va piocher sa carte d'IA et on va la résoudre. Donc la première, ça ressemble complètement, fortement à sa basic action. C'est la menace la plus proche, facing, donc devant lui, et à portée, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir l'atteindre. S'il arrive, il choisit la cible, il va l'attaquer. Sinon, on prend la ligne du dessous, la menace la plus proche dans son champ de vision. Et si vraiment il a aucune menace, alors on est une menace pour lui si jamais on est debout, parce que si on est KO, on n'est pas une menace. Si on est dans son blind spot, on n'est pas une menace. Bref, il y a des règles comme ça qui servent à ça. On effectue l'attaque, et puis le tour de l'ennemi est défaussé, et la carte d'intelligence artificielle est défaussée, et on passe au tour des joueurs. Les joueurs vont jouer dans l'ordre dans lequel ils veulent. En revanche, quand un personnage commence son tour, il doit le finir. Chaque personnage va avoir une action de mouvement et une action généralement d'attaque, mais qui peut aussi être utilisée pour activer des objets, ou activer, par exemple, ramasser une plante au sol pour essayer d'augmenter nos ressources, etc. Bref, une action, quoi. Un mouvement et une action. Et on va essayer de tuer le lion. L'autre grande particularité de ce jeu, c'est qu'en plus de ce deck d'intelligence artificielle, des capacités spéciales du monstre, de ses caractéristiques, il y a un deck qui s'appelle les Hit Location. Quand vous allez taper le monstre, vous allez lancer un certain nombre de dés, et il va y avoir un certain nombre de dés qui vont toucher le monstre. Après l'avoir touché, il va falloir le blesser. Pour savoir si vous l'avez blessé,
vous piochez un certain nombre de cartes de hit location. Bon là j'ai pas beaucoup de chance. J'ai pioché le piège, je vais vous l'expliquer après. Par exemple, si je n'avais touché qu'une seule fois, je piochais cette carte là. Je vais toucher le lumière dans la main. Ensuite, chaque carte va avoir des effets complètement différents. Il va y avoir... ensuite, je vais tenter de blesser le monstre. J'ai un dé de force pour savoir si je blesse, qui dépend de la résistance de la cible. Ensuite, suivant si je réussis à blesser ou pas, et suivant la carte, il va se passer des choses complètement différentes. Par exemple, celle-ci, si je rate mon attaque, enfin pas mon attaque, mais mon jet de blessure, il va se retourner et de manière instinctive, il va me faire perform basic action, donc il va m'attaquer moi. Donc il fallait que je blesse. Ensuite, si jamais, alors cette carte-là, je vais la mettre de côté parce que je vais vous l'expliquer juste après. Et il y a énormément de cartes différentes. Quand on en pioche plusieurs, on choisit nous-mêmes l'ordre dans lequel on va les faire. Parce qu'il est tout à fait possible que un échec fasse que le lion se mette à courir. Alors là, j'en ai pas. Ou qu'une réussite fasse qu'il se mette à courir et qu'on puisse pas faire... vous voyez bien que j'ai pas trié le jeu. Hop, je voulais vous montrer une carte en particulier. Et ce deck, il est complètement spécifique à ce monstre-là. Ah oui, ben pardon, j'en avais trouvé une. Ici, par exemple, en réflexe, donc quoi qu'il arrive, que je le blesse ou que je le blesse pas, enfin pas vraiment quoi qu'il arrive, puisqu'il y a quelque chose, et ben il va se mettre à foncer, il va attraper les gens qui sont devant lui, et il va les secouer pour les taper, quoi. Donc il y a vraiment tout ça, c'est bien particulier au comportement de ce lion-là. Donc l'apprentissage, ah oui, mais si on fait ça, on a des chances qu'il nous fasse ça comme réaction. Il y a pas mal de choix. Enfin, il y a pas mal de tactiques des monstres à bien apprendre pour pas se planter. S'il y a également des coups critiques, c'est la partie du bas. Que vous voyez avec le petit symbole de lanterne, puisque la lanterne est un élément très important du jeu, c'est le symbole 10 sur le dé. Si je fais un coup critique, eh ben ça annule le réflexe donc du monstre. Son réflexe, un réflexe, ça va être tout le temps que je blesse ou que je blesse pas, sauf si je fais un critique. Et ces critiques vont faire des choses complètement différentes. Celui-ci va lui donner un pion de précision, il va avoir plus de mal, enfin un pion moins imprécision, donc il va avoir plus de mal à nous toucher. On va gagner une ressource de lion blanc pour avoir fait ça. Mais on peut, par exemple, il y en a d'autres qui donnent des blessures plus permanentes. À chaque fois qu'il pioche une carte d'intelligence artificielle, on lance un dé 10, sur un ou deux, on défausse la carte et il perd son tour. Donc c'est vraiment très riche, il va vraiment se passer beaucoup de choses différentes. Sachant que si j'arrive à le blesser, je vais lui défausser ses cartes d'IA qui sont aussi ses points de vie. Quand il a plus de cartes d'IA, il ne fait plus que sa basic action tous les tours. Et si on lui refait un dégât, il est mort. On a vaincu et ceux qui ont réussi à survivre au combat vont rentrer au campement. Dans ce deck de hit location, il y a une carte spéciale, une seule dans celui-là sur 22 cartes, qui est le piège. Si on tombe dessus, toutes les attaques du tour sont annulées. Et il nous fait une attaque sur laquelle on ne peut pas vraiment bien se défendre. Bref, c'est un peu la punition. C'est très aléatoire, sauf qu'il y a des moyens, bien entendu, dans le jeu, de contrôler ce hasard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder les cartes, les remettre dans un certain ordre. Il y a pas mal de choses. On va pouvoir faire la même chose sur les cartes d'IA. Il faut, encore une fois, avoir soit les bonnes capacités, soit les bons équipements. Voilà. Une fois qu'on a fait ce combat, c'est une session de jeu. Ça va vraiment dépendre du monstre. Je sais pas, ça peut être un quart d'heure s'il tue tout le monde, 1 heure à peu près. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir avec des ressources. Enfin, si on a vaincu. Sinon, les autres survivants du campement retrouveront nos équipements sur le cadavre de ceux qui étaient partis à la chasse. Donc les équipements, la plupart du temps, on les perd pas. On peut perdre une partie des équipements. Par exemple, le lion blanc prend un trophée, il prendra un équipement. Voilà.
Donc même si on meurt tous, on perd pas tout à chaque fois. En revanche, bah non, on ramène pas les ressources. Si on arrive à revenir à au moins une personne, on va ramasser un certain nombre de ressources. Les ressources dont je vous ai parlé au début. Et on va aller dans cette phase-là, qui est la phase de campement. Pendant la phase de campement, on va gagner des points de recherche. Alors en anglais c'est Endeavor, qui est quasiment mon pseudo, hein, qui est des points d'aventure ou des points de développement qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer des bâtiments, on va pouvoir fabriquer des objets. Tout notre campement, on va pouvoir se reproduire pour faire des enfants, pour remplacer ceux qui sont morts. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Tous les tours, une fois qu'on est rentré, bah déjà nos survivants, ceux qui sont rentrés, bah, gagnent de l'expérience, ramènent leurs ressources et les mettent dans le campement. Ensuite, on va avoir un événement, qui sont ces cartes-là. Ensuite, cet événement va être fait au hasard. Le premier tour, c'est script, enfin le premier tour d'une campagne, c'est scripté et on va gagner des survivants. On va gagner des survivants, on va suivre l'événement, on va être un peu plus nombreux, etc. Une fois qu'on aura fait cet événement-là, on va regarder les ressources, on va regarder les bâtiments qu'on a fait. Au début, on ne commence qu'avec un seul bâtiment. Ensuite, on va pouvoir en fabriquer un paquet, comme vous le voyez là. Ce bâtiment de départ, par exemple, nous permet de fabriquer, c'est marqué tout en bas, un bâtiment qui nous permet de fabriquer des objets en os, des objets en peau, pas en cuir encore, et un bâtiment qui nous permet de fabriquer, d'utiliser les organes de l'animal. On va pouvoir également innover, ce qui est très important. Il y a comme un arbre de développement à la manière d'un civilisation ou d'un jeu comme ça, un arbre de technologie avec des cartes de développement. Par exemple là, dès le début où on va rentrer, on va gagner le langage. Ils vont apprendre à parler, nos survivants, ce qui va augmenter certaines de leurs caractéristiques et qui va donner pendant le combat une capacité spéciale qui est de s'encourager les uns les autres, qui permet de relever un gars à terre en dépensant un point de survie, un point spécial. Je me rends compte que j'ai complètement oublié, là j'en suis vraiment désolé, de vous parler de la structure du jeu. La structure du jeu, c'est un jeu très très long. Elle est censée se jouer, si on va au bout de la campagne, 25 années. Et une année, c'est une phase de chasse, puis une phase de colonie, la phase dont je suis en train de parler. 25 séances, je dirais, de 1 à 2 heures. Au début, ça va être 2 heures, et au bout d'un moment, ça va être plus court. Parce qu'on connaîtra mieux le jeu, et puis on arrivera à maîtriser bien. Donc c'est du jeu en campagne, c'est vraiment très très long. Si vous voulez faire une partie de temps en temps, ça n'a strictement... Je préfère vous le dire tout de suite, ça n'a strictement aucun intérêt. N'allez pas vers ce jeu. En plus de tout ça, donc on va utiliser nos ressources pour fabriquer des objets. Par exemple, si vous avez le Bonesmith, bah vous pouvez fabriquer une dague en os, une lame en os, une hache en os, des fléchettes entre guillemets en os, un crâne dans lequel vous allez pouvoir, avec lequel vous allez pouvoir vous faire un casque, etc. Des morceaux d'armure des morceaux d'armure différents. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et ensuite, les cartes qu'on peut fabriquer, bah, elles sont ici, elles ont des capacités. Il y a un petit peu d'étude de ce qu'on va faire. L'autre élément qui est très important, c'est l'histoire qui va se développer autour de ça. Puisque votre campement, en plus de vos personnages, va avoir une feuille. On va donner un nom, on va compter les morts, il va y avoir des événements. La première fois qu'un enfant va naître dans la colonie, la première fois qu'on va avoir un mort, on va avoir un choix. Et là, il va y avoir vraiment un développement. Par exemple, la première fois que, je sais pas un spoiler, hein, votre premier mort arrivera sûrement pendant le premier scénario, vous allez avoir le choix entre le cannibalisme, est-ce que nos morts, on va les manger et gagner des ressources, entre guillemets, avec, ou alors leur faire des tombes, ce qui nous permettra de
de gagner plus de points de développement, même si on a des morts. Donc il va y avoir des choix au fur et à mesure de la campagne qui vont être très importants et qui vont vous créer une espèce de société. Un autre événement, quand la population totale atteint 15, quand on aura fait 5 développements, et bon, le développement, le dernier, c'est game over, c'est si votre population atteint 0, c'est que vous avez perdu. Et ensuite, vous allez avoir tout un calendrier d'événements. Donc, ça commence à l'année 1, les survivants Returning Survivors, donc ils reviennent, jusqu'à l'année 25, qui est la conclusion de la campagne. Il y a des moyens que ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est vraiment... Puis ça pourrait être des spoilers. Le Watcher qui est l'ennemi final de cette première campagne, parce que dans les extensions, il y a d'autres campagnes. Et au fur et à mesure, on va avoir des événements, et certains événements vont déclencher des ajouts d'autres événements dans d'autres années, qui vont éventuellement se cumuler ou se mettre dans d'autres choses. Par exemple, on va rencontrer quelqu'un... Si on fait pas ce qu'il veut, eh ben, il risque de revenir quelques années plus tard pour vous dire bon voilà, vous avez changé d'avis. Bon, j'exagère un peu, mais c'est... Enfin, j'exagère pas, mais je caricature un peu pour pas vouloir, parce que je voulais pas vous spoiler. Donc voilà. Je crois que je vous ai à peu près expliqué les tenants et les aboutissants du jeu. C'est un jeu qui est profondément injuste. Je trouve qu'il ressemble à un jeu relativement récent qui s'appelle Darkest Dungeon. C'est parfois aussi punitif, c'est-à-dire vous jouez un groupe, on joue plutôt la colonie et la ville qu'on va développer, on va investir des choses dans les personnages, mais franchement, nous, la dernière séance qu'on a fait, on avait un personnage qui était quasiment arrivé au bout de sa progression. Et on l'a perdu un scénario avant sur une série de malchance assez terrible. J'ai tué le personnage dans les dés du monstre, hein, mais voilà, on l'a tué. Voilà. Il y a beaucoup de moyens de s'en prémunir. Et ben, on n'avait pas assez de cet objet qui pouvait empêcher au moins cette blessure critique que ce personnage-là a pris. On a choisi au début du scénario de le donner à quelqu'un d'autre. Bah voilà, on n'a pas forcément bien joué, est-ce qu'on a mal placé, et on n'a pas eu de chance. Donc ça va être profondément injuste. Vous allez, c'est très proche de Darkest Dungeon aussi parce que les personnages ils ont un score de folie, ils vont prendre des blessures permanentes, ils vont prendre plein de choses. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué le jeu. Je sais pas si je vous ai donné envie d'y jouer. En tout cas, j'espère que vous saurez si c'est à peu près pour vous ou pas. Je ferai ensuite une deuxième vidéo pour rentrer alors plus en détail. Je sais pas, mais reprendre un tour du lion, puis le premier tour du lion et le premier tour de ville. En évitant bien entendu tous les spoilers. Sur ce premier tour, il n'y en aura pas beaucoup. J'expliquerai pas forcément, par exemple, si vous choisissez le cannibalisme, qu'est-ce que ça voudra dire à long terme. Voilà, nous on joue complètement à l'aveugle. On fait nos choix et puis on regarde les tables et qu'est-ce qu'on fait. Donc le jeu, pour parler un petit peu de Tabletop Simulator, est livré avec un manuel qui fait plus de 200 pages. Le jeu n'est pas jouable sans ce manuel là et il n'est pas fourni. Donc nous on y joue, on a les manuels à côté, on a tout ça pour pouvoir y jouer. Mais je voulais quand même si je sais que c'est un jeu, c'est plus qu'un jeu de niche, c'est vraiment une niche dans la niche. Voilà, j'ai vraiment bien accroché. On a lancé plusieurs campagnes en parallèle avec différents groupes, différentes personnes. On a reçu relativement récemment quasiment toutes les extensions du jeu et il a su se renouveler à un point, je trouve, assez impressionnant au niveau du game design. Le jeu de base a quelques défauts, entre guillemets, c'est que on pourrait stéréotyper par exemple sa progression, dire cette armure là c'est la plus importante, c'est la plus forte, il faut absolument la faire. Certains joueurs par exemple disent qu'ils sont pas d'accord avec ça. Il y a un objet dans le jeu qui est assez important, qui est obtenu par le lion blanc, et certains joueurs disent c'est absolument impossible de gagner sans. C'est un petit peu comme d'autres disent non c'est pas vrai, c'est un petit peu comme les stratégies gagnantes dans les cubes en bois, c'est-à-dire il y a des groupes qui vont se dire c'est cette stratégie là qui est bonne, et
il a mis en place d'autres campagnes un petit peu alternatives où il chamboule tout. Par exemple, il y a une campagne où vous ne pouvez pas utiliser d'armure lourde et ça change complètement les choix et les développements. La timeline est complètement changée avec les événements complètement différents. Il y a vraiment, il a vraiment changé beaucoup de choses et c'est vraiment très intéressant. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été clair, que j'ai pas trop bafouillé et je vous souhaite, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.